Bienvenue sur Détectives éternels, où chaque murmure recèle un indice. Ce soir, Miss Marple se fraye un chemin à travers les secrets et les points de suture. La dernière maille du cercle à tricoter. Versez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. Le cercle de tricot du mercredi après-midi se réunissait, comme depuis 15 ans, dans le salon du presbytère, une pièce baignée de soleil embaumant légèrement le cirage à la lavande et le gâteau éponge. Madame Price Ridley présidait la réunion avec l'air d'une présidente de comité qui aurait depuis longtemps oublié la différence entre charité et autorité. Le cliquetis des aiguilles résonnait doucement sous le carillon de la pendule, formant un rythme si régulier qu'on aurait pu le confondre avec sérénité. Pourtant, cet après-midi-là, une atmosphère pesante s'installa, comme une pause entre les tic-tac de l'horloge, comme si le village tout entier retenait son souffle. Ce fut Madame Bartlett, la factrice, qui rompit le silence la première. « C'est si étrange », murmura-t-elle, en nouant sa laine avec plus de force que nécessaire. Une lettre était arrivée pour la pauvre Madame Hartnell. Pas d'adresse de retour, seulement à l'intérieur, un fragment déchiré de son écriture. Les mots flottaient dans la pièce comme un courant d'air glacial sous la porte. Conversation. Ce qui avait été d'une banalité confortable, le sermon du recteur, la hausse du prix du lait, les rhumatismes de Mademoiselle Weatherby s'étaient tus. Mademoiselle Marple, dans son coin habituel près de l'aspidistra, leva les yeux de son délicat châle mauve. Ses yeux, bleus et doux comme oubli, elle, laissa un bref instant le fil reposer sur les doigts tremblants de Madame Bartlett, avant de reprendre ses points de suture. Parfois, les gens gardent des lettres qu'ils ne devraient pas, dit-elle doucement, et parfois, ils les détruisent trop tard. Son observation passa presque inaperçue, considérée comme l'une de ces réflexions morales désuètes dont Miss Marple était coutumière. Mais Madame Price Ridley fronça les sourcils. « Un bout de papier déchiré, dites-vous. Quelle écriture ?» Madame Bartlett hésita. Il était seulement écrit « Je sais », c'est tout. Et c'était de sa propre main, le nom de son défunt mari figurait au dos de l'enveloppe. Le cliquetis des aiguilles à tricoter reprend, irrégulier cette fois. L'harmonie du cercle s'était rompue, comme une maille lâchée dans son tissu délicat. Même Madame Hartnell, cette femme corpulente au visage rougeau, célèbre pour ses certitudes sur tous les sujets, du gouvernement à la terre du jardin, parut un instant décontenancée. « Absurde », dit-elle d'un ton sec. « Sans doute une erreur de la poste. Les gens envoient vraiment n'importe quoi de nos jours. Un enfant étranger qui porte mon nom, sans doute. » Mais son ton était trop tranchant pour être rassurant. Miss Marple le remarqua comme elle remarquait tout, le geste raide avec lequel Madame Hartnell posa sa tasse de thé, le léger tremblement au coin de ses lèvres. La nature humaine, pensait-elle, pouvait rarement dissimuler un véritable malaise. Elle se contentait de se distraire. Par la fenêtre du presbytère, la lumière d'automne vacillait sur les feuilles d'orme. La sonnette du vélo du facteur tinta faiblement dans la ruelle, un son banal, et pourtant étrangement persistant. La femme du pasteur, toujours soucieuse de rétablir le calme, se leva pour aller chercher une autre théière. « Comme c'est curieux », dit-elle d'un ton faussement enjoué. Peut-être est-ce une pièce du puzzle, un de ces jeux anonymes auxquels se livrent les gens. Mais les aiguilles de Miss Marple s'étaient arrêtées au beau milieu de leur ouvrage. « Les jeux, murmura-t-elle, ont tendance à se terminer différemment quand des secrets sont en jeu. » Personne ne répondit. La phrase reste en suspens, comme un fil tendu à l'extrême. Lorsque le thé arriva, il fut servi en silence. L'après-midi aurait pu s'arrêter là, une conversation gâchée par une étrange coïncidence, si la jeune Margaret Sims, la nouvelle institutrice, n'avait pas pris la parole. « C'est affreux, dit-elle. Effrayer une vieille dame comme ça, il faut absolument que quelqu'un découvre qui a envoyé ça. »
Il y avait dans sa voix une indignation vertueuse, celle propre à la jeunesse et à la certitude morale. Madame Price Ridley se redressa. On ne peut pas demander à la police de perdre son temps avec des farces enfantines. Toutefois, ajoutait-elle, il y a des limites. St. Mary Mead a toujours été un village respectable. Si des méfaits sont commis, nous saurons bientôt qui en est l'auteur. Ces paroles avaient du poids. À St. Mary Mead, la respectabilité était à la fois un bouclier et une arme. Le tricot reprend avec une énergie farouche, presque martiale, comme si les aiguilles pouvaient transpercer l'angoisse elle-même. Seuls les gestes de Miss Marple restaient lents et réguliers. Elle avait déjà vu de tels schémas, non seulement dans la laine, mais aussi dans les cœurs humains. Un nœud trop serré, un autre trop lâche, et tout l'ouvrage menaçait de se défaire. Lorsque la réunion prit fin, les femmes se dispersèrent sous un ciel d'or délavé. Madame Hartnell partit tôt, serrant contre elle son bas à moitié terminé, d'un pas inhabituellement pressé. Madame Bartlett s'éloigna à vélo avec une hâte coupable, comme si elle craignait de croiser son propre reflet dans une vitre. Miss Marple s'attarda près du portail, les regardant s'éloigner. « Y a-t-il un problème, Jane ?» demanda la femme du vicaire en ajustant son châle. « Ce n'est qu'une impression, ma chère, » dit doucement Miss Marple, comme lorsqu'on laisse tomber une maille sans s'en apercevoir. Cela ne se voit pas tout de suite, seulement une fois l'ouvrage terminé. Ce soir-là, le calme de St. Mary Mead semblait revenu. Des lampes brillaient derrière des rideaux de dentelle, le souffle du sermon du pasteur flottait dans le bureau, et l'air embaumait légèrement le chrysanthème et la pluie. Pourtant, quelque part au bout de l'allée, dans la jolie petite maison de Madame Hartnell, une fenêtre restait sombre, alors qu'elle aurait dû être éclairée. Miss Marple, sirotant son chocolat chaud, avant de se coucher, le remarqua. Elle hésita un instant, fronça les sourcils, puis reposa sa tasse. « Ce n'est pas le genre de personne, » murmura-t-elle, à se séparer de son tricot à cette heure. Le vent se leva soudain, faisant trembler les vitres. Du cimetière parvint le son sourd de la cloche des demi-heures, non pas menaçant à proprement parler, mais étrangement hésitant, comme si le métal lui-même réfléchissait avant de sonner. Le lendemain matin, le facteur trouva la porte de Madame Hartnell entr'ouverte et sentit à l'intérieur une odeur de gaz éteint. La nouvelle du décès de Madame Hartnell parvint à High Street avant même que le courrier du matin n'ait terminé sa tournée. À 9 heures, chaque tasse de thé de St. Mary Mead tremblait légèrement sous le poids des spéculations. Le laitier disait que c'était une intoxication au gaz, un pur accident. L'épicier insistait sur le suicide, et Madame Price Ridley, dont la certitude morale primait sur la discrétion, y voyait la fin inévitable de la correspondance privée. À 11 heures, les membres restants du cercle de tricot se réunirent de nouveau, non pas officiellement, mais instinctivement, au presbytère. Une atmosphère solennelle régnait, comme si la bienséance exigeait une marque de respect. Mais la curiosité s'était muée en chagrin. Miss Marple arriva en dernier, calme et posée, ses gants gris soigneusement pliés dans une main. Elle écouta Madame Bartlett essorer son mouchoir. « Je ne comprends pas comment c'est arrivé, Miss Marple. » Le facteur jure n'avoir vu aucune lumière à sa fenêtre après 8 heures. La pauvre femme a dû oublier d'ouvrir le gaz. On dit qu'elle était très perturbée depuis cette lettre. Miss Marple acquiesça d'un air serein. « Oui, le chagrin et la conscience font de mauvaises ménagères. N'est-ce pas ?» Cette remarque anodine sembla mettre tout le monde mal à l'aise. Madame Price Ridley s'éclaircit la gorge d'un geste vif. « N'oublions pas, Jane, qu'il est inutile d'inventer des mystères. Le médecin légiste s'en sortira très bien sans imagination. » « En effet, » répondit Miss Marple en reprenant son tricot d'une main assurée. « Mais c'est souvent l'imagination qui empêche les mêmes accidents de se reproduire. » Un court silence s'installa. Le tic-tac de l'horloge l'emplissait, patient et inexorable.
La femme du vicaire apporta le thé, les yeux rougis par les larmes. « Je pense, dit-elle doucement, que nous devrions peut-être faire quelque chose avec des fleurs ou une petite couronne du cercle. » Margaret Sims, assise près de la fenêtre, pâle et attentive, prit soudain la parole. On murmure dans le village que ce n'était pas un accident, qu'elle avait découvert quelque chose. Madame Price Ridley s'exclama, stupéfaite. « Vraiment, Margaret ?» Répéter de telles rumeurs est tout à fait inconvenant. « Mais qui les a lancées ?» demanda Miss Marple d'un ton neutre, sans lever les yeux. « Les rumeurs ont autant de caractère que les gens. On peut généralement en deviner l'origine au ton de la voix. » Margaret hésita. C'était M. Harkness, je crois, le pharmacien. Il a dit que Mme Hartnell était venue se renseigner sur les somnifères. Une légère ride se forme entre les sourcils de Miss Marple. « Curieux, » murmura-t-elle. « On ne discute généralement pas de telles choses avec le chimiste, à moins d'avoir l'intention de les utiliser. Elle devait être anéantie, dit Mme Bartlett. La mort de son mari, cette lettre, c'était trop. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent au milieu d'un point. « Mon mari est mort il y a 12 ans, » dit-elle doucement. « Le deuil est rarement ponctuel. » La remarque planait, aussi inquiétante qu'un courant d'air à travers une fenêtre fermée. Dehors, le bruit des bottes d'un agent résonnait faiblement sur le chemin de gravier. L'inspecteur Craddock lui-même n'était pas loin derrière, appelé de Much Benham pour prêter main forte à la police locale. Son arrivée conférait toujours au village un mélange étrange d'importance et de culpabilité, comme si chacun s'attendait plus ou moins à être convoqué pour un interrogatoire. Lorsqu'il entre dans le presbytère, les dames se redressèrent instinctivement. Craddock, grand et digne, ôta son chapeau avec une politesse grave. « Bonjour, mesdames. Mademoiselle Marple. » Son ton était empreint d'un amusement respectueux, car il avait appris, au fil de ses rencontres, que le regard innocent de Mademoiselle Marple ne laissait rien passer. Il expliqua la situation simplement comme un décès par inhalation de gaz, sans signe de lutte ni disparition d'objets de valeur. Le médecin estima l'heure du décès entre 8 et 9 heures. « Une affaire de routine, » assura Craddock. « Nous allons néanmoins mener l'enquête. » Madame Price Ridley, animée d'un profond sens du devoir civique, se pencha en avant. « J'espère que vous enquêtez sur cette affaire de lettres, inspecteur. C'est très inquiétant. Le village ne peut se sentir en sécurité tant que des menaces anonymes circulent. » Craddock haussa légèrement les sourcils. « Une lettre ?» Madame Bartlett rougit. « Oh là là, peut-être que je n'aurais pas dû finir. C'est arrivé hier. Ce n'était qu'un bout de papier, mais elle a reconnu sa propre écriture. Elle a dit que c'était absurde. » La voix de Miss Marple pénétra dans la pièce comme le doux clic d'un loquet. Elle dit « Je sais ». Rien de plus. L'inspecteur la regarda. « Vous l'avez vue, Miss Marple ?»« J'en ai entendu parler, » dit-elle, « et on apprend à écouter attentivement quand l'ouïe est tout ce qui nous reste. » Il l'observa un instant de plus, puis hocha la tête. « Oui. » Silence. Une fois parti, le cercle se dispersa de nouveau, mais ce départ semblait étrangement théâtral, comme si chacun souhaitait s'en aller sans s'attarder. Miss Marple emprunta son chemin habituel pour rentrer chez elle, traversant le cimetière, le gravier crissant doucement sous ses pas. L'air embaumait la pierre humide et les roses tardives. Au porche de l'école, elle rencontra Léonard Sims, le frère cadet de l'instituteur, un jeune homme agité récemment rentré de Londres. Il la salua d'une gaieté forcée. « C'est terrible, Miss Marple. Tout le monde parle. »« J'imagine que oui, » dit-elle doucement. « C'est ainsi que commence la vérité, même si elle s'arrête rarement là. » Il hésita, jetant un coup d'œil vers le cottage des Hartnell, au-delà de la haie. Ma sœur dit que Madame Hartnell a eu peur ces derniers temps. Quelqu'un a frappé à sa porte après la tombée de la nuit. Miss Marple se tourna complètement vers lui, le visage impassible. Vraiment, a-t-elle dit qui?
Personne n'a rien vu, on a juste entendu le loquet, 1 ou 2 fois. Elle l'a dit à la femme du pasteur. Elle a pensé que c'était peut-être le facteur qui distribuait le courrier en retard. Le regard de Miss Marple se porta sur le portail où la légère empreinte d'un pneu de vélo maculait la terre humide. Comme c'est attentionné de sa part, pensa-t-elle, plus pour elle-même que pour le jeune homme. Les lettres tardives sont toujours les plus gênantes. Arrivée à sa chaumière, elle alluma sa lampe à gaz et s'assit près de la fenêtre, les mains jointes. Le village s'étendait immobile au-delà de son jardin, mais ce silence n'avait plus rien de paisible. C'était une oreille attentive, de celle qui attend que quelqu'un dise une bêtise. Elle reprit son tricot, mais ses doigts bougeaient sans but précis. Au rythme de la laine, elle sentait se former un motif qui n'était pas de son fait. Le tricot posé sur les genoux de Miss Marple était devenu irrégulier, une douce trahison de sa précision habituelle. Au-delà de sa fenêtre, le crépuscule s'amoncelle en fines couches sur les toits de chaume de St. Mary Mead. Elle regarda les derniers agents quitter la chaumière de Madame Hartnell, leurs bottes marquant la terre humide où les bicyclettes avaient reposé plus tôt. Il y avait quelque chose de trop symétrique dans tout cela, de trop ordonné pour être le fruit du hasard. Quand les choses paraissaient ainsi, Miss Marple avait appris à soupçonner que c'était la vie, et non la mort, qui avait réalisé la première maille soignée. On frappa à la porte, la tirant de ses pensées. Elle s'ouvrit légèrement avant qu'elle puisse répondre, et la voix familière de l'inspecteur Craddock parvint à ses oreilles. « Excusez-moi, Miss Marple. Je pensais que vous étiez encore éveillée. »« En général, oui, » dit-elle en se levant avec une grâce, sereine. Quand quelqu'un meurt subitement, on a tendance à vouloir maîtriser ses pensées. Il esquissa un sourire. C'est vrai. J'ai revu la scène 2 fois. Tout semble simple, la lampe éteinte, du gaz qui s'échappe encore légèrement quand il la trouve. Pourtant, il hésita, observant son visage. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'étrange avant le drame. Miss Marple prend son temps avant de répondre. L'étrangeté, dit-elle, dépend plutôt de ce que l'on considère comme ordinaire. Madame Hartnell était fière de sa ponctualité, et pourtant, elle laissait ses rideaux tirés toute la journée. C'était bizarre. Et elle avait cessé d'apporter son tricot au cercle depuis 2 semaines. Une personne d'habitude change rarement par confort. Craddock hocha la tête en griffonnant une note. « Et la lettre ? Je crois, dit-elle, que cela l'effrayait moins que l'idée de savoir qui aurait pu l'envoyer. La culpabilité prend souvent la plume du passé. » Il leva les yeux, perplexe. « Vous voulez dire qu'elle connaissait l'expéditeur ? Je veux dire, répondit doucement Miss Marple, qu'elle le croyait. » L'inspecteur la remercia et s'en alla. Mais son expression, en partant, laissait transparaître plus de questions qu'auparavant. Miss Marple regagne son fauteuil, son tricot intact. Dans la pénombre, elle aperçut la jeune Margaret Sims qui descendait l'allée à toute vitesse, son écharpe flottant derrière elle comme un drapeau d'avertissement. Un instant plus tard, Léonard arrive en sens inverse. Ils se croisèrent brièvement sous l'orme, trop brièvement pour être rassurant, trop familier pour des frères et sœurs. Miss Marple soupira. « Les jeunes, murmura-t-elle, manquent si peu d'expérience en matière de discrétion. » Le lendemain matin, une bruine fine et l'odeur âcre de la terre flottaient en l'air. Le village suivait son cours habituel, livraison de pain, chariot à charbon, brouhaha des écoliers, mais une tension invisible parcourait l'atmosphère. Les commérages chez l'épicier avaient pris un tour plus concret qui avait vu Madame Hartnell pour la dernière fois. Qui avait les clés de sa maison ? Même la femme du pasteur, d'ordinaire si inébranlable, semblait abattue. À midi, Miss Marple se présenta au cottage des Hartnell, sous prétexte de rendre un livre de patron emprunté. La porte d'entrée
était de nouveau entr'ouverte, cette fois pour les femmes de ménage. Elle entra discrètement. Les pièces étaient d'une propreté impeccable, presque irréprochable. Sur la table du salon reposait le panier à tricot, contenant un demi-bas en laine gris pâle. Les aiguilles étaient encore enfilées, mais la laine était coupée nette, près de la pelote. Ni déchirée, ni effilochée. Elle la caressa du bout du doigt. « Ça ne tiendra pas, » murmura-t-elle. « Pas longtemps. » Une voix parvient du couloir. C'était encore Craddock qui parlait aux gendarmes. Le verdict du coroner sera probablement celui d'un accident. Pourtant, il y a quelque chose de louche dans le timing. Il est apparu sur le seuil. « Ah, Miss Marple. » Toujours un coup d'avance. « Pas devant, inspecteur. »« Juste à côté, » dit-elle d'un ton doux. J'admirais son travail. Une tension si parfaite, puis une rupture soudaine. Il suit son regard. Un fil cassé? Non. Une rupture délibérée. On fait parfois ça pour repartir à zéro ou pour cacher ce qui avait été tricoté auparavant. Craddock la regarda pensivement. « Vous pensez que quelqu'un d'autre était là cette nuit-là? »« Je pense, » répondit-elle, « que Madame Hartnell n'était pas restée assise assez longtemps pour remarquer sa lampe à gaz, et que la dernière personne qui est venue savait sans doute précisément à quelle vitesse elle oublierait. Quand il partit, Miss Marple se retrouva seule dans la maison silencieuse. Le faible sifflement de la veilleuse du poêle persistait, immuable et constant. Elle l'éteignit, puis remarqua quelque chose près de la porte, une tache de craie sur le tapis, pâle sur le fond sombre de la fibre de coco. Elle se pencha pour regarder de plus près. De la craie pensa T.L., peut-être d'une salle de classe, ou une trace de pneu de vélo fraîchement laissée sur le green. Son esprit trace un lien entre deux silhouettes sous l'orme. Dehors, la bruine s'était transformée en pluie continue. Tandis qu'elle verrouille la porte derrière elle, une goutte tomba sur la laine de son gant et glissa lentement vers son poignet, comme un fil qui se défait de son ouvrage. La pluie continua de tomber tout l'après-midi, tambourinant d'un rythme lent et persistant sur le toit du cottage, tandis que Miss Marple se rendait au presbytère. Son parapluie légèrement incliné vers l'avant, elle marchait d'un pas prudent, comme le font celles qui ont l'habitude d'observer le regard des autres. La poussière de craie sur son gant avait laissé une légère marque, insignifiante peut-être, mais elle la troublait comme seules les plus petites choses pouvaient le faire. La femme du vicaire ouvrit la porte avant même qu'on ait pu frapper. « Oh, Jane, entre vite, tu vas être trempée. Tout le monde est là, même l'inspecteur Craddock. Ça commence à ressembler à une vraie réunion, je le crains. » À l'intérieur, le salon était bondé. Madame Price Ridley occupait le meilleur fauteuil, retranché derrière une tour de coussin, telle une forteresse. Madame Bartlett s'affairait près du service à thé. Margaret Sims, pâle, était assise près de la cheminée, tandis que son frère s'appuyait contre le manteau avec une nonchalance feinte. Craddock se tenait légèrement à l'écart, son carnet ouvert, mais son regard plus perçant que ne le laissait supposer sa politesse. « Nous parlions justement des affaires de Madame Hartnell, » dit à voix basse la femme du vicaire. « Il semblerait qu'elle n'ait pas de famille proche à Gitawassan, l'exception d'une cousine à Basingstoke dont on est sans nouvelles depuis des années. » Madame Price Ridley renifla. Et c'était tant mieux. Cette femme était insupportable, toujours à se mêler des affaires des autres. Enfin, la pauvre, elle a trouvé la paix. Miss Marple retire ses gants mouillés avec une précision tranquille. « La paix, oui, » dit-elle doucement. « Mais je ne suis pas sûre que d'autres la trouveront aussi facilement. » Cette remarque attira l'attention de Craddock. « Vous avez encore remarqué quelque chose, Miss Marple ? Comme tout le monde pourrait le faire, il est souvent difficile de médire d'un défunt. Et pourtant, on résiste rarement à la tentation. C'est une curieuse forme d'autodéfense. » Margaret leva brusquement les yeux. « Vous le dites comme si quelqu'un avait des raisons de le faire. »
Miss Marple sourit gentiment. Nous avons tous nos raisons, ma chère, mais la plupart d'entre nous les dissimulent sous une politesse feinte. Le silence se fit dans la pièce. Même la pluie sembla s'apaiser, comme si elle écoutait. Cradock referma son carnet. La femme de chambre de Madame Hartnell mentionna quelque chose d'étrange. La nuit précédant le décès, elle avait entendu des voix dans le salon, celle de sa maîtresse et celle d'un homme. Mais lorsqu'elle est entrée, il n'y avait personne. Madame Hartnell prétendit qu'elle lisait à voix haute. Une explication bien pratique, murmura Miss Marple. Les gens qui vivent seuls font souvent semblant de ne pas l'être. Cradock fronça légèrement les sourcils. Nous avons suivi 2 séries d'empreintes de pas à l'extérieur, l'une des siennes, l'autre plus grande, partiellement effacée par la pluie. Difficile à déchiffrer sous la pluie. Peut-être pas, dit Miss Marple. Si le visiteur venait à vélo, comme beaucoup le font ici, les marques s'estompent rapidement, surtout s'il ou elle ne souhaitait pas qu'on les voie. Léonard Sims s'agita, mal à l'aise. Vous ne parlez tout de même pas de quelqu'un du village. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur lui. Les villages, c'est comme des cercles de tricot, monsieur Sims. Chaque motif doit utiliser les mêmes couleurs, impossible de terminer sans réutiliser la même. Il rougit légèrement, et sa sœur laissa échapper un rire nerveux. Vous avez une façon bien à vous de vous exprimer, Miss Marple. Je trouve que ça aide, a-t-elle répondu, quand les gens commencent à s'en mêler les pinceaux. Cradock intervint, sentant la tension. Il y a autre chose. Nous avons trouvé une vieille enveloppe dans son bureau, adressée à H. Sims, Esqueuf, sans lettre à l'intérieur. Ce nom vous dit quelque chose. Margaret commença. « Notre père, dit-elle rapidement. Mais il est mort il y a des années. En effet, a confirmé Cradock. Il semble que lui et Madame Hartnell aient correspondu une seule fois. Elle a conservé l'enveloppe tout ce temps. Un frisson léger parcourut la pièce. La main de Madame Bartlett trembla sur la théière. Les lèvres de Madame Price Ridley se pincèrent de satisfaction à l'odeur du scandale. Miss Marple, quant à elle, croisa simplement les mains sur ses genoux. Les vieilles lettres sont un peu comme les vieilles dettes, a-t-elle dit. Elles ont la fâcheuse habitude de ressurgir au moment le moins opportun. Les yeux de Margaret se sont soudainement remplis de larmes. Si vous insinuez qu'elle est mon père, ma chère enfant, intervint doucement Miss Marple, je n'insinue rien. Mais on apprend, après bien des années, que l'affection et la honte partagent souvent la même écriture. Cradock jeta un coup d'œil à l'un puis à l'autre, puis reporta son attention sur ses notes. Nous vérifierons l'écriture de cette mystérieuse lettre, bien sûr. Peut-être y a-t-il un lien. Madame Price Ridley renifla de nouveau. Une affaire sordide, quelle qu'elle soit. Le moral de ce village, eh bien, j'ai toujours dit qu'il se dégradait. Léonard sourit amèrement. Vous voulez dire qu'il est devenu moins doué pour faire semblant. Le silence qui suivit fut pesant. Miss Marple se leva discrètement. « Je crois, dit-elle, que je vais faire un tour dans le cimetière avant que la pluie ne cesse complètement. Le passé est souvent moins timide dehors. » Cradock lui proposa de l'accompagner, mais elle déclina avec sa courtoisie habituelle. Dehors, l'air était devenu âcre, la pluie s'étant muée en brume. Elle se dirigea vers les vieilles pierres tombales, s'arrêtant devant l'une d'elles dont l'inscription était depuis longtemps effacée. Le nom d'Henry Sims restait à peine lisible sous la mousse. Le reste des dates, l'épitaphe, avait été effacé par les intempéries. Elle resta là un long moment, parapluie baissé, comme à l'écoute d'un murmure sous le clapotis des feuilles. Lorsqu'elle se retourna vers la lumière du presbytère, son visage était pensif, mais pas surpris. « Alors, murmura-t-elle, le motif est plus ancien que la laine. » La brume épaisse planait sur St. Mary Mead, transformant les pierres tombales en silhouettes floues,
tandis que Miss Marple regagnait le chemin. Les lumières du presbytère vacillaient, sous la bruine, d'un jaune incertain, comme des bougies dont la mèche s'éteint. Ses pensées dérivent non pas vers la défunte, mais vers les petites distorsions humaines qui s'accumulent autour de la vérité comme des peluches sur de la laine. Ce dont on se souvient, ce que l'on oublie et ce que l'on préférerait oublier s'entremêlent en d'étranges motifs. Elle trouva l'inspecteur Craddock qui l'attendait sous le porche, son chapeau rabattu sur la tête. « Vous avez raison, » dit-il doucement. « Nous avons retrouvé la trace de cette enveloppe. Elle date d'il y a près de 20 ans. Cachet de la poste de Market Street à Hermine. » Madame Hartnell et Henry Sims figuraient tous deux au comité de charité de l'église à l'époque. Miss Marple inclina la tête. Le magazine paroissial de cette année-là se trouvait peut-être encore dans l'armoire de la sacristie. Je me souviens du désarroi du recteur lorsque des souris eurent trouvé les recueils de cantiques, mais pas les procès-verbaux des réunions. Craddock esquissa un sourire forcé. « Je vais les faire envoyer. Il y a aussi ceci, Madame Hartnell conservait les reçus d'un petit prêt qu'elle lui avait accordé, étrangement exigeant pour une amitié. Les dettes entre amis, murmure Miss Marple, sont souvent très tenaces, surtout quand l'orgueil s'obstine à les couper. » Ils se séparèrent au carrefour, Craddock se dirigeant vers la gare tandis que Miss Marple rentrait chez elle. La pluie avait cessé, laissant les haies luisantes et luisantes. Devant son portail, une bicyclette était garée là où il ne fallait pas. Ses pneus étaient légèrement blanchis par la craie. À l'intérieur, elle trouva Margaret Sims, assise près du feu, pâle et nerveuse. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, Miss Marple. Je ne savais pas où aller. L'inspecteur pose des questions sur mon père et Madame Hartnell. » Miss Marple a accroché son parapluie avec soin. « C'est son devoir, ma chère. Asseyez-vous et réchauffez-vous. » Margaret obéit, serrant les poings si fort que ses jointures blanchirent. « Tout cela n'est qu'une erreur. Mon père était bon avec tout le monde. Madame Hartnell a du mal à interpréter ses lettres. Les gens parleront comme toujours. » Miss Marple l'observa doucement. La parole peut être cruelle, certes. Mais le silence, j'ai constaté, peut être tout aussi néfaste. Les yeux de Margaret se sont remplis de larmes. Vous croyez qu'elle s'est suicidée à cause d'un vieux scandale? On meurt rarement pour le passé seul, dit doucement Miss Marple. Mais on meurt parfois parce que le passé a été ravivé par la mauvaise personne. Le feu crépita. Margaret sursauta, puis se releva d'un bond. « Je devrais y aller, Léonard va s'inquiéter. »« Bien sûr, » répondit Miss Marple. « Faites attention en traversant la pelouse, le sol est glissant. » Une fois la porte refermée, Miss Marple resta assise. La détresse de la fillette n'était pas seulement filiale. Il y avait aussi de la peur, une peur qui tremblait davantage pour les vivants que pour les morts. Elle chercha son sac à tricot, voulant se distraire, mais ses doigts effleurèrent quelque chose d'étrange. Le châle mauve sur lequel elle travaillait avait été enroulé, le fil défait, replié différemment. Quelqu'un l'avait touché. Elle regarda par la fenêtre. Le loquet était entrouvert. La pluie n'avait laissé aucune trace sur le rebord, ce qui signifiait qu'on l'avait ouvert de l'intérieur. Son regard se posa sur le tapis de cheminée, 2 légères taches, pâles comme de la craie. Elle s'agenouilla, les toucha, puis se releva en soupirant. « Insouciante, » murmura-t-elle. « Très insouciante. » Le lendemain matin, le village s'éveilla au bruit d'un nouveau scandale. La postière, Madame Bartlett, racontait à qui voulait l'entendre qu'une nouvelle lettre avait été trouvée glissée sous la porte du presbytère. Elle portait la même écriture que celle de Madame Hartnell, soignée et indubitable. À l'intérieur, 2 mots seulement. Demandez à Margaret. À midi, l'inspecteur était de retour, son irritation mêlée de curiosité. Quel cirque!
lança-t-il à Miss Marple, près de la poste. Pas d'empreinte cette fois, seulement ce maudit vélo, encore une fois. Peut-être, dit Miss Marple, parce que ce n'est pas le vélo qui compte, mais où il s'arrête. Les roues à craie signifient des chemins à la craie. Il n'y en a qu'un à St. Mary Mead, le chemin de l'école. Craddock fronça les sourcils. Encore la famille Sims. Elle ne répondit pas, se contentant de regarder vers l'espace vert où Léonard Sims s'entretenait avec gravité avec Madame Price Ridley, le visage crispé par une colère contenue. En face d'eux, Margaret sortait de l'école, ses mains gantées légèrement tachées de gris. « Inspecteur, dit doucement Miss Marple, puis-je me permettre une petite suggestion ? Demandez à Madame Bartlett de vous montrer l'enveloppe, puis demandez-lui où elle a laissé son vélo hier après-midi. » Le visage de Craddock s'est durci. « Vous la soupçonnez ? » ?»« Je soupçonne, » répondit Miss Marple, « que les gens se déchargent parfois de leur conscience sur autrui lorsqu'ils n'ont pas le courage de l'ouvrir eux-mêmes. » La lumière de l'après-midi faiblissait. La cloche de l'église sonna 3 heures, étouffée par l'air humide. Miss Marple observa l'inspecteur s'éloigner d'un pas décidé vers le bureau de poste. Le vent se leva, soulevant un tourbillon de feuilles pâles sur le chemin, chacune en forme de larme, se fondant dans la terre humide. À son portail, elle s'arrêta, effleurant du bout des doigts la légère tache de craie qui persistait sur son gant. Entre culpabilité et pitié, un nouveau fil s'était dessiné dans la trame, un fil qui, au moindre faux pas, risquait de tout défaire. Le vent soufflait légèrement contre la fenêtre du cottage de Miss Marple, et dans son reflet, la lumière de la lampe lui donnait une apparence presque spectrale. Un fantôme observant un autre. Elle restait immobile, son esprit vagabondant à travers les souvenirs de l'après-midi, les mains tremblantes de Margaret, la tache grise sur ses gants, le cliquetis discret de la sonnette du vélo de Madame Bartlett lorsqu'elle avait traversé le village. Le village était devenu trop silencieux à présent, d'un silence qui écoute plutôt qu'il ne repose. On frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, l'inspecteur Craddock se tenait là, son manteau humide de brume. « Vous avez encore raison, Miss Marple, » dit-il sans triomphe. « Madame Bartlett avoue avoir trouvé l'enveloppe sur son comptoir hier matin. Elle prétend ne pas l'avoir lue, l'ayant seulement glissée sous la porte du presbytère après le thé, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un message pour le clergé. Miss Marple le fit entrer, le visage impassible. « Les gens aiment bien se décharger de leurs fardeaux ailleurs, » dit-elle doucement. « Cela donne un peu de répit à leur conscience. » Craddock posa son carnet sur la table en fronçant les sourcils. L'étrange, c'était que l'encre était fraîche. Celui qui avait écrit avait imité l'écriture de Madame Hartnell, mais pas son âge. Les boucles étaient plus régulières, la pression plus forte. Quelqu'un avait voulu lui donner un aspect ancien, mais avait oublié que la culpabilité tremble. « Comme c'est humain, » murmura Miss Marple en lui versant du thé. « On croit tous que la tromperie réside dans ce qu'on cache. En réalité, elle réside souvent dans nos excès. » Il esquissa un sourire. « Vous auriez fait un excellent détective. »« Oh, j'ose dire que je suis devenue une vieille dame acceptable, » répondit-elle en prenant place. « Et c'est valable pour la plupart des professions, si l'on est patient. » Craddock laissa échapper un petit rire, puis reprit son sérieux. « La famille Sims m'inquiète. Léonard est colérique. Il a confronté Bartlett devant la poste, l'accusant de répandre des mensonges. Quant à Margaret, elle n'est pas dans son état normal, pâle comme la mort, paraît-il. La peur fait ça, dit Miss Marple. Elle attire le sang vers l'intérieur, comme pour effacer le visage qu'on porte. Ils restèrent un instant assis dans un silence complice, seulement troublés par le doux tic-tac de l'horloge. Craddock referma son carnet. « Nous ferons comparer les écritures, mais je doute que nous trouvions grand-chose. Le mobile reste néanmoins insaisissable. Pas d'argent, pas d'héritage.
Il nous faut donc nous intéresser à ce que les gens valorisent plus que l'argent, dit Miss Marple. La réputation, peut-être. Ou le pardon. Il leva brusquement les yeux. Le pardon. Parfois, dit-elle, les gens détruisent les autres simplement pour effacer leurs propres remords. Craddock se leva, troublé par sa certitude tranquille. Si vous pensez à quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant, conclut-elle avec un léger sourire. Bonsoir, inspecteur. Quand il est parti, Miss Marple resta longtemps assise devant le feu qui s'éteignait. La flamme vacilla, puis s'alluma de nouveau, comme si elle refusait de s'éteindre. Son regard se fixe sur la lumière. Du gaz, pensa-t-elle soudain, et un timing parfait. Elle se leva, prit son châle et sortit. La nuit était enveloppée d'une fine brume, de celle qui estompe les contours sans les adoucir. Au bout du chemin, elle aperçut une lampe qui se balançait doucement près de l'école. En s'approchant, elle reconnut Margaret, le visage tiré, le corps raide. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « vous allez attraper froid en restant là. » Margaret sursauta, puis laissa échapper un rire nerveux. « Je n'arrivais pas à dormir. La lampe avait besoin d'être réparée, et je me suis dit que je ferais mieux d'aller vérifier. » Le regard de Miss Marple s'arrêta de nouveau sur la tache de craie sur la manche de la fillette, à peine visible, mais indéniable. L'enseignement nous réserve-t-il des leçons si tardives? Margaret perd son sang-froid. Vous croyez que c'est moi qui ai écrit cette lettre? Je pense, répondit Miss Marple, que quelqu'un a voulu vous effrayer autant qu'il a effrayé Madame Hartnell. La peur est un fil conducteur commode qui se mêle à tout. Les lèvres de Margaret tremblaient. Vous ne comprenez pas. Mon père lui a emprunté de l'argent il y a des années. Je n'ai retrouvé les vieilles lettres que le mois dernier. Si la vérité éclate, Léonard perdra son poste. Elle a menacé de tout me dire. Elle n'avait donc pas l'intention de mourir, dit doucement Miss Marple. Ceux qui menacent de révéler la vérité sont bien vivants dans l'âme. Un long silence s'installa entre elles. La lampe à gaz vacillait, donnant au visage de la jeune fille des traits tantôt juvéniles, tantôt vieux. « Je ne lui ai pas fait de mal, » murmura-t-elle. « Mais quelqu'un, si. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Peut-être, ma chère, n'était-ce pas de la malice, mais de la compassion. On confond souvent l'une avec l'autre, surtout quand l'amour s'en mêle. » Avant que Margaret ne puisse répondre, le carillon de l'église sonna, son écho résonnant faiblement dans la brume. Des pas précipités parvinrent de la ruelle du presbytère, et la voix d'un agent de police appela « Miss Marple, Madame !» L'inspecteur dit qu'il y a eu un autre incident à la pharmacie. Vitres brisées, traces de lutte. Margaret eut un hoquet de surprise. « Monsieur Harkness !» L'expression de Miss Marple reste inchangée, mais son ton se fait encore plus bas. Le motif se répéta. Un nouveau point, tracé là où la laine s'amincit déjà. Le policier fait un geste urgent. « L'inspecteur a besoin de vous immédiatement, madame. » Miss Marple se tourna vers Margaret, le regard doux mais ferme. « Rentre chez toi, ma fille. Ferme la porte à clé. Et si tu tiens à la tranquillité, ne range rien ce soir. » Le désordre révèle parfois la vérité. Tandis qu'elle suivait le gendarme dans le brouillard, la lampe à gaz derrière elle vacilla une dernière fois, puis s'éteignit en une mince flamme bleue. La nuit semblait respirer lentement, attentive, attendant le prochain souffle. Un brouillard épais s'accrochait à la ruelle du presbytère, tel de la laine humide, tandis que Miss Marple suivait le gendarme vers la pharmacie. Les lampadaires diffusaient une lueur jaune tamisée, faisant scintiller les éclats de verre éparpillés sur le trottoir. À l'intérieur, l'inspecteur Craddock se tenait au milieu d'un désordre de flacons de médicaments, le visage tiré et inhabituellement grave.
Une odeur d'éther et de parfum renversé se mêlait désagréablement dans l'air. « Harkness est parti », dit-il tandis que Miss Marple entrait. « Disparu, mais pas sans laisser de traces. Quelqu'un a brisé la vitre arrière, mais il n'y a aucune trace de vol. La caisse est intacte. » Miss Marple ajusta ses lunettes, scrutant l'épave avec une précision calme. « On fuit rarement ce qu'on a fait, » dit-elle, « mais souvent ce qu'on craint de voir découvert. » Craddock lui tendit un billet plié, qu'il avait trouvé sous le comptoir. L'écriture était soignée, délibérée. C'était un accident. « Veuillez m'excuser. » « Pas de signature. »« On a trouvé ça dans son registre, » dit l'inspecteur. « Ça pourrait être sa main, mais je n'en suis pas convaincu. » Miss Marple tourna le papier vers la lumière de la lampe. Pas de bavure, pas d'hésitation. Ce n'est pas la plume d'un homme paniqué. C'est une mise en scène. Dehors, le vent faisait vibrer l'enseigne du magasin, la faisant grincer rythmiquement comme une vieille pendule. Craddock se frotta les tempes. Si seulement ces gens disaient la vérité avant de disparaître. J'ai l'impression de courir après des chimères. Les ombres, disait Miss Marple, nous indiquent toujours où la lumière se pose réellement. Son regard se porta sur une étagère près de la fenêtre, où un flacon de laudanum intact côtoyait une petite boîte de teinture pour laine. Il manquait un flacon. Elle suivit du doigt les traces de poussière laissées à l'endroit où il se trouvait. « Étrange, » murmura-t-elle. Madame Hartnell utilisait toujours cette nuance pour ses bas, gris tourterelle, et la teinture à côté minuit bleu. Je pense que quelqu'un a changé sa couleur sans le vouloir. Craddock fronça les sourcils. « Vous croyez qu'il existe un lien entre Harkness et Madame Hartnell ? Je crois, dit-elle d'un ton doux, que le pharmacien vend bien plus que de la poudre. Il vend de la discrétion, et il semblerait qu'un de ses clients ait payé pour bien plus que des médicaments. Il l'observa avec une admiration mêlée de lassitude. « Tu ne dis jamais exactement ce que tu penses, n'est-ce pas ? Pas quand les gens écoutent de trop près, » répondit Miss Marple. Tandis que le gendarme balayait le sol, un éclat attira son regard, un fil de laine emmêlé autour du cadre irrégulier de la fenêtre. Elle le pinça délicatement entre ses doigts. Le fil était gris pâle, assorti à la laine du bas à moitié terminée de Madame Hartnell. « Alors » dit-elle doucement. « Le motif se prolonge finalement. » Craddock semblait mal à l'aise. « Vous pensez qu'il était là ce soir-là, ou quelqu'un qui porte ce qu'elle a tricoté ?» dit. L'affection laisse des traces, tout comme la culpabilité. Ils sortent dans la nuit. De l'autre côté de la rue, les rideaux de Madame Bartlett tressaillirent, puis se figèrent. Une silhouette persistait derrière eux. L'inspecteur suit le regard de Miss Marple. « La moitié du village est réveillée, » murmura-t-il. « Ils se nourrissent de drames comme les corbeaux de graines. »« Tout à fait, » dit-elle. Mais parfois, c'est le plus petit oiseau qui vole le fil le plus brillant. Au matin, St. Mary Mead bourdonnait à nouveau d'activité. Dans la file d'attente de la boulangerie, on murmurait des rumeurs de meurtre, tandis que les bénévoles de l'église spéculaient sur une fugue amoureuse. La respectabilité étouffait le scandale, comme si l'étouffement pouvait contenir la contagion. Craddock passe la matinée à interroger les villageois, en vain. L'après-midi, il arrive au cottage de Miss Marple, l'air épuisé. « On a retrouvé Harkness, » dit-il d'un ton sombre. « En bas, près du ruisseau du moulin. Noyé. Le médecin l'a dit il y a des heures. Aucune trace de lutte, juste le flacon de laudanum dans sa poche. » Miss Marple acquiesça, l'expression indéchiffrable. Une fin heureuse, donc, presque trop heureuse. Il a laissé un dernier mot, a ajouté Craddock. Elle ne me pardonnerait pas. Je ne pouvais pas le supporter. Signé de ses initiales. Miss Marple attisa le feu, observant une braise s'effondrer vers l'intérieur. Et pourtant, murmura-t-elle, le pardon ne lui appartenait pas.
Que voulez-vous dire » demanda l'inspecteur en se penchant en avant. Elle esquissa un sourire. « On demande pardon à ceux qu'on a offensés. Mais parfois, voyez-vous, on le demande à la mauvaise tombe. » Craddock hésite, perplexe mais réticent à insister. « Je ferai mon rapport. Mais les villageois sont impatients. Ils voudraient que l'affaire soit close. » « La clôture, » dit doucement Miss Marple, « c'est ce que nous appelons l'ignorance quand elle cesse de poser des questions. » Après son départ, elle resta assise, les yeux rivés sur le feu. Dans sa lumière changeante, elle aperçut une laine grise à motifs se mêlant au bleu, une couture inachevée. La couleur du pardon, peut-être, prise pour de la culpabilité. Un bruit dehors attira son attention, un léger coup frappé au portail. Par la fenêtre, elle aperçut Léonard Sims, le col de son manteau relevé, l'air furtif. Elle ouvrit la porte avant qu'il n'ait pu frapper à nouveau. « Vous avez choisi une heure tardive, monsieur Sims. » Il ôta son chapeau, la pluie ruisselant de son bord. « Il fallait que je parle à quelqu'un qui m'écoutait. Il croit que j'ai tué Harkness. »« As-tu » Sa mâchoire se crispa. « Non. Mais je suis allé le voir hier. Je l'ai supplié de ne pas salir la réputation de ma sœur. Il s'est moqué de moi. Il a dit que la vérité flotte toujours comme les cadavres. » Miss Marple le regarda calmement. « Et pourtant, ce sont les choses lourdes qui coulent. » Il soutint son regard, impuissant. « Tu crois que je mens ? » ?»« Je crois, » dit-elle doucement, « que vous n'êtes pas sûr de la vérité que vous défendez. » Dehors, le brouillard s'épaissit de nouveau, engloutissant sa silhouette, tandis qu'il se retourne pour partir. Miss Marple le regarda s'éloigner, ses aiguilles à tricoter intactes près de la lampe. Le feu laissa échapper un dernier soupir, exhalant une fine volute de fumée qui s'enroula, se tordit et se rompit comme un fil trop tendu. Les braises étaient presque éteintes lorsque Miss Marple se leva de sa chaise. Un léger volute de fumée persistait, comme une pensée inavouée, hésitant à quitter la pièce. Dehors, les pas de Léonard Sims s'éloignaient, se perdant dans le brouillard, absorbés par le silence qui suit les aveux. Elle referma doucement la porte et resta un instant immobile, la poignée froide sous sa main, avant de se tourner vers le panier à tricot près de la cheminée. Le châle mauve attendait toujours, son fil soigneusement enroulé autour des aiguilles. Seulement, le réalisateur, la tension avait resserré les boucles plus que son propre rythme précis. Quelqu'un avait intégré le motif d'un autre au sien. Elle prit une inspiration douce et profonde. « Alors, » murmura-t-elle, « nous avons commencé à partager les points de suture. » Le jour se leva tard sur St. Mary Mead. La brume s'accrochait au toit et les chemins luisaient de rosée. La nouvelle de la mort de Harkness se répandit plus vite que le courrier, mais les avis divergeaient. Suicide, disaient certains, lâcheté, disaient d'autres. Seule Madame Price Ridley trouve du réconfort dans la certitude. Cet homme était impie, proclama-t-elle à l'épicier, et il a connu une fin amère. À midi, les spéculations avaient fait place au commérage, et le cercle de tricot, privé de 2 de ses membres, se réunit de nouveau sous le couvert de la routine. Miss Marple arriva à 2 heures précises, son châle soigneusement plié sur le bras. La femme du vicaire l'accueillit avec un soulagement visible. « Je pense, Jane, qu'un peu de normalité nous fait du bien à tous, » dit-elle. « Même si l'on ne peut s'empêcher de sentir qu'un nuage plane sur tout. »« Oui, » répondit Miss Marple en s'asseyant. « Le genre qui ne bouge pas, même quand le soleil s'y accroche. » Les femmes s'affairaient, mais la conversation était lente. Le bavardage habituel de Madame Bartlett s'était mué en une politesse mécanique, et le visage pâle de Margaret Sims donnait l'impression de tendre l'oreille au moindre bruit de pas. Miss Marple travaillait en silence, les yeux passant de l'une à l'autre. L'atmosphère entre elles était chargée de non-dits. Finalement,
Madame Price Ridley rompit le silence. C'est assez clair, n'est-ce pas? La pauvre Madame Hartnell s'est suicidée par honte, et Harkness a probablement suivi, rongé par le remords, même si l'on ne peut qu'imaginer pourquoi. L'aiguille de Margaret cassa en plein. « Tu parles comme si la honte était une maladie contagieuse, » dit-elle sèchement. « Tu ferais peut-être mieux de ne pas respirer trop près de nous. »« Vraiment, Margaret !» s'exclama Madame Bartlett, stupéfaite. « Il n'y a aucune raison d'être impolie. » Mais la voix de Miss Marple intervint, calme comme du linge lisse. « Quand on parle trop de morale, ma chère, on pense souvent à la réputation. C'est tout à fait différent. » Les mots s'imprégnèrent comme de la poussière, fins et inéluctables. Margaret rougit, baissa les yeux et reprit son tricot. Le silence tendu persista jusqu'à ce que la femme du vicaire annonce le thé. Miss Marple déclina, se levant plutôt pour regarder par la fenêtre. À travers les rideaux de dentelle, elle aperçut Léonard qui arpentait le jardin devant le portail, la tête baissée, les mains crispées dans les poches de son manteau. Lorsqu'elle se retourna, elle surprit Madame Bartlett, qui la regardait. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et une expression de peur, peut-être, ou de souvenir, traversa le visage de la femme. Miss Marple sourit gentiment. « Vous avez laissé tomber une maille, ma chère. » Madame Bartlett sursauta et baissa les yeux sur son tricot. « Ah oui, je l'ai fait. Merci. » Miss Marple rassembla son châle. « Je crois que je vais prendre l'air. » Le jour approche à grands pas. Dehors, Léonard restait immobile, comme enraciné. « Elle est à l'intérieur, n'est-ce pas ?» dit-il sans lever les yeux. « Ils parlent tous d'elle, Margaret. Je ne peux pas le supporter. »« Alors peut-être, » dit doucement Miss Marple, « devriez cesser d'écouter. Ou commencer à parler. » Il laissa échapper un petit rire forcé. « Tu crois que je te cache quelque chose ? » ?»« Je crois, » dit-elle, « que vous protégez la mauvaise personne. » Léonard la fixa, l'air confus et terrifié. « Si tu savais ce que nous avons fait tous les deux, tu ne dirais pas ça. »« Au contraire, » répondit Miss Marple, « j'ai toujours trouvé que le mal était ce qu'il y avait de plus instructif. Il éclaire merveilleusement l'affection. » Une rafale de vent fit claquer les branches au-dessus d'eux, projetant des gouttelettes de pluie. Léonard se détourna. « Ça n'aurait pas dû arriver. Harkness nous a menacés et a dit qu'il révélerait à tout le monde ce que Père devait, ce qu'il avait fait. Margaret voulait seulement lui faire peur. J'ai essayé de le raisonner plus tard, mais il était déjà parti. » Miss Marple le fixait du regard. « Et la fenêtre ? Il a dit des horreurs. Je l'ai frappé avec ma canne, c'est tout. Puis j'ai couru. Je jure qu'il était vivant. » Son expression ne s'adoucit pas, mais son ton était bienveillant. La culpabilité, c'est comme tricoter avec de la laine de mauvaise qualité, monsieur Sims. Ça s'effiloche même quand on croit que ça tient. Il soutint son regard, impuissant. « Allez-vous le dire à l'inspecteur ? » Quand le patron sera terminé, elle dit. Pas avant. Léonard la quitte en murmurant un merci teinté de désespoir. Tandis qu'il disparaissait au coin de la rue, Miss Marple se retourna vers le portail du presbytère. Les femmes en sortaient, leur rire soigneusement préparé, leur visage de nouveau impassible. Madame Bartlett s'attarda, ajustant son manteau d'une main tremblante. « Madame Bartlett !» appela doucement Miss Marple. « Vous avez laissé tomber votre laine. » La femme se retourna, surprise. « Oh, merci, oui. Quelle imprudence !» Miss Marple se pencha pour le ramasser, tenant le fil entre ses doigts. Il était gris, comme celui de Madame Hartnell. Mais une légère nuance de bleu le traversait, comme si deux couleurs s'y étaient secrètement entremêlées. Elle le lui rendit avec un sourire aimable. « On ne sait jamais, dit-elle, comment les fils se rejoignent. » Le visage de Madame Bartlett se décolore. « Je suppose que non. »
Miss Marple la regarda dévaler la ruelle, son sac à tricot ballottant maladroitement à son côté. Quand la femme tourna au coin de la rue, Miss Marple souleva le bout de laine encore accroché à son gant. Il scintillait faiblement, là où le bleu rencontrait le gris trompeur qui tentait, un instant, de se faire passer pour la vérité. Miss Marple resta un instant de plus devant le portail du presbytère, tournant le gris et bleu. Un fil s'échappa de ses doigts. Il scintillait faiblement dans la brume, comme quelque chose qui souhaitait rester invisible. Derrière la haie, la silhouette de Madame Bartlett s'éloignait vers la grande-rue, d'un pas rapide, les épaules tendues, comme si elle s'attendait à être poursuivie. Miss Marple glissa le fil dans sa poche et se mit à marcher, d'un pas lent mais régulier, son esprit tissant les conversations du jour en une succession de faiblesses humaines. Elle croisa l'inspecteur Craddock à mi-chemin du chemin. Son visage était grave. « Je viens du ruisseau du Moulin », dit-il. « Ils ont confirmé que Harkness s'est noyé avant la chute, à cause du laudanum, à forte dose. »« Quel ennui !» murmura Miss Marple. « C'est une mort de lâche, mais pas forcément la sienne. » Craddock parut surpris. « Vous pensez que quelqu'un vous a administré ? » « Je crois, » dit-elle, « que la mort emprunte parfois l'écriture d'autrui, comme le font les lettres. Et nous avons constaté beaucoup d'imitations ces derniers temps. » Il fronça les sourcils. « Vous avez une idée, n'est-ce pas ? Un simple sentiment de symétrie. C'est très réconfortant, la symétrie, même dans la tragédie. Puis-je vous demander un petit service, inspecteur ? Dites à Madame Bartlett que j'ai égaré un modèle de tricot. Demandez-lui si elle pourrait chercher parmi ses affaires et me l'apporter. » Craddock cligna des yeux. Un modèle de tricot ? La nature humaine se révèle le mieux dans les tâches ménagères, dit sereinement Miss Marple. Les gens se trahissent lorsqu'ils pensent ranger. L'inspecteur hésite, puis acquiesce. Je m'en occuperai. L'après-midi, le ciel s'était dégagé. Le soleil perça brièvement les nuages qui s'éclaircissent, projetant de longs rayons dorés sur l'allée du cimetière. Miss Marple attendait près du portail de son jardin, taillant ses rosiers avec une sérénité qui ne trompait personne parmi ceux qui la connaissaient. Lorsque Madame Bartlett apparut, rouge et troublée, son sac, à tricot à la main, Miss Marple la salua d'un sourire. « Ma chère, merci beaucoup d'être venue. Je craignais d'avoir perdu mon patron pour la bordure en dentelle. » Madame Bartlett a ri d'un rire trop rapide pour être naturel. Je ne l'ai pas vu, hélas. Mais j'ai cherché partout. « Comme vous êtes consciencieuse !» s'exclama Miss Marple en lui prenant le sac des mains, comme pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. « Vous rangez votre laine avec tant de soin. J'admire toujours cet ordre, car il laisse peu de place aux accidents. » Madame Bartlett se raidit. « J'aime que les choses soient à leur place. »« En effet, » murmura Miss Marple, en tirant l'écheveau gris où s'entremêle un fil bleu pâle. « Sauf, peut-être, lorsque deux couleurs s'obstinent à s'en mêler. » La femme eut un hoquet de surprise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Le ton de Miss Marple demeura aimable, presque contrit. « Voyez-vous, ma chère, ce mélange particulier était autrefois réservé à Madame Hartnell. Elle le teignait elle-même à minuit et s'envolait. Mais le pharmacien n'en commanda plus après sa mort. Étrange, n'est-ce pas, que ce même mélange se retrouve dans votre sac ?» Les lèvres de Madame Bartlett tremblaient. « Ce n'est que de la laine. N'importe qui pourrait l'avoir. »« Oh oui, » dit doucement Miss Marple, « n'importe qui pourrait. Mais seul quelqu'un qui connaissait sa couleur exacte pourrait la reproduire. Quelqu'un qui avait vu le flacon pris sur l'étagère de Harkness. » Madame Bartlett s'affaisse dans le fauteuil de jardin, perdant toute sa maîtrise comme un fil qui s'échappe d'une aiguille. « Elle n'arrête pas de me tourmenter, » murmura-t-elle. « Toujours à faire des allusions, toujours à me le rappeler. Elle a dit qu'elle le dirait à mon mari, qu'elle raconterait à toute la paroisse ce que j'avais fait.
Miss Marple croisa les mains, patiente comme une confesseuse. « Et vous, qu'avez-vous fait ?» Un silence, puis les mots jaillirent, fragiles et hésitants. « C'était il y a des années. Henry Sims, m'avait emprunté l'argent. Madame Hartnell l'a découvert quand il n'a pas pu la rembourser. Je l'ai supplié de ne rien me dire. J'ai écrit cette première lettre, celle qui l'a effrayée. Je voulais seulement la mettre en garde, la faire raison. Mais quand elle s'est effondrée, mon Dieu, j'ai cru qu'elle avait perdu connaissance. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. La voix de Miss Marple était douce. Et le gaz. Madame Bartlett enfouit son visage dans ses mains. J'ai éteint la télévision, puis je l'ai rallumée. J'ai paniqué. Je me suis dit que si cela paraissait intentionnel, ils arrêteraient de poser des questions. Je pensais que personne ne s'en apercevrait. Sauf Harkness, dit Miss Marple. C'est lui qui vous a vendu la teinture pour recouvrir le fil que vous avez laissé tomber ce soir-là. Et lorsqu'il a exigé le silence en échange, vous lui avez accordé la même clémence qu'à elle. Les sanglots de la femme déchirèrent l'air. Miss Marple posa une main sur son épaule. On répare tous mal sa vie quand la peur est notre aiguille, dentelle. Et le motif ne cache jamais ce qu'on croit qu'il cache. Craddock apparut au portail, le visage grave. Il avait attendu à portée de voix, ayant compris la confession à voix basse. Il s'avança, chapeau à la main. « Madame Bartlett, dit-il doucement, je crains que vous ne deviez venir avec moi. » La femme se leva en titubant. « Ce n'était qu'un excès de gentillesse, » dit-elle d'une voix morne. « C'est tout. » Une fois partie, Miss Marple resta près de ses roses, dont les pétales jonchèrent le chemin. Le fil gris et bleu était toujours enroulé sur la chaise. Pensive, elle l'enroula délicatement autour de son doigt, les couleurs se mêlant comme le crépuscule, et l'aube se rejoignant à l'horizon. Sur le seuil de sa porte, elle s'arrêta, un léger froncement de sourcils plissant ses sourcils comme si, au-delà de la pitié et de la confession, une seule question restée sans réponse tirait encore sur le motif. Le crépuscule qui s'abattait sur St. Mary Mead semblait plus doux que la nuit précédente. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Les roses frémissaient légèrement sous la brise, comme agitées par un souffle plutôt que par le vent. Elle se tenait à sa fenêtre, observant le gendarme conduire Madame Bartlett dans l'allée vers la voiture qui les attendait. La silhouette de la femme paraissait petite et voûtée, comme engloutie par le crépuscule. Un crime, pensa Miss Marple, finissait toujours comme un ouvrage de tricot trop tiré, le motif défait, la tension retombée, la laine détendue et incertaine. La femme du pasteur a appelé peu après, troublée et à moitié désolée, comme si la bienséance exigeait qu'elle exprime à la fois tristesse et curiosité. « C'est terrible, Jane. Vraiment terrible. Qui l'aurait cru? Cette femme si discrète, de toutes les personnes. Je ne peux m'empêcher d'avoir pitié d'elle, qui semblait si seule ces derniers temps. » « La solitude, » répondit Miss Marple, « est très travailleuse. Elle répare, défait et recoud ensemble des choses bien différentes, jusqu'à ce que plus personne ne puisse deviner ce qui était voulu. » Elle versa du thé et offrit l'assiette de sablé, mais aucune des deux femmes n'y toucha. Dehors, le son de la cloche de l'église annonça la demi-heure. Le rythme semblait définitif, comme le dernier tour de manivelle. Madame Price Ridley arriva ensuite, faisant irruption sans cérémonie. « Je l'ai dit dès le début, » annonçait-elle triomphalement. « Il y avait de la perversité sous tout ce tricot et cette charité. La femme était à moitié pieuse, c'est toujours un signe. » Miss Marple esquissa un sourire. « Vraiment, j'avais toujours pensé la même chose de la confiance en soi. » La femme du vicaire réprima un rire et Madame Price Ridley se redressa avec une dignité offensée. « Vraiment, Jane, on ne peut nier qu'elle nous a tous trompés. »« Oh, je crois, » dit Miss Marple en posant sa tasse, « qu'elle s'est d'abord trompée elle-même. »
C'est généralement comme ça que commencent les choses. Ils partirent peu après, leurs paroles résonnant dans la ruelle comme des moineaux se chamaillant au crépuscule. Miss Marple rangea le plateau de thé d'un geste lent et posé. Pourtant, quelque chose dans son attitude laissait deviner qu'elle rangeait non pas de la vaisselle, mais des pensées. Lorsque la sonnette retentit de nouveau, elle s'y attendait presque. L'inspecteur Craddock entra, chapeau à la main, le visage grave mais non hostile. « Tout est en ordre, dit-il. Les aveux, les preuves, le registre du pharmacien, tout concorde avec vos déductions. Je ne peux pas dire que je sois ravi, mais je vous en suis reconnaissant. La justice, répondit Miss Marple, est rarement agréable, seulement ordonnée. Il hésite. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Bartlett insiste sur le fait que le malaise de Madame Hartnell était dû à un choc, et non à un empoisonnement. Le gaz a été ouvert après, certes, mais elle jure que la femme était déjà décédée. Cela change-t-il quelque chose, selon vous ? Miss Marple croisa les mains. Une petite, peut-être. Mais de petits détails expliquent souvent de grandes tragédies. Madame Hartnell, voyez-vous, n'était jamais du genre à s'évanouir de peur. Elle était fière de son indomptable. Je soupçonne que sa mort a commencé avant même que Madame Bartlett ne touche au robinet de gaz, avant de réaliser que sa menace avait été entendue. Craddock fronça les sourcils. Entendue ? Cette nuit-là, elle parlait dans le vide. Du moins, c'est ce que croyait sa servante. En réalité, Léonard Sims était à la fenêtre. Il m'a dit qu'il était allé la raisonner après la réception de la lettre. Il en avait assez entendu pour savoir qu'elle manipule la mémoire de son père depuis des années. Le pauvre garçon avait la conscience lourde. Il a peut-être essayé de l'intimider pour la faire taire. Les mots peuvent avoir des effets étranges sur les cœurs déjà meurtris. Vous voulez dire que c'était un effondrement accidentel ? Absolument. Et Madame Bartlett, croyant avoir découvert un meurtre, a tenté de dissimuler l'accident par la ruse. Voilà le véritable schéma. Inspecteur, non pas la malice, mais la panique. Il hocha lentement la tête. Une triste affaire. Oui, dit-elle, la tristesse est la véritable contagion des petits villages. Elle se transmet de main en main, déguisée en vertu. Craddock se leva, jetant un coup d'œil autour de la pièce au panier à tricot, au thé qui refroidissait, au feu éteint. Vous avez le don de trouver un sens, même aux situations les plus confuses, Miss Marple. Des années de réparation, ma chère, dit-elle en souriant. On apprend à voir comment les choses se défont. Une fois parti, le cottage retrouva son calme habituel. Le vent agita les rideaux de dentelle quelque part dans le cimetière, une chouette ulula une fois, puis se tut. Miss Marple reprit son châle, le même fil mauve désormais terminé, sa dernière boucle soigneusement nouée. Elle le déposa sur le dossier de sa chaise, en lissant les franges. Dehors, les réverbères s'allument, chacun formant un petit îlot de civilité dans la douce pénombre. Le village parle de pardon, comme toujours, polissant la culpabilité pour en faire quelque chose de respectable. Demain, le cercle de tricot se réunit à nouveau, un peu moins nombreux peut-être, mais toujours aussi déterminés. On servait le thé, on enroulait la laine, et la conversation reprenait nouveau scandale, nouvelle sympathie, nouvelle maille. Miss Marple tira ses rideaux, s'arrêtant un instant devant la cheminée éteinte. « Les motifs sont infinis, » murmura-t-elle. « Il n'y a que des silences entre eux. » Elle éteignit la lampe, plongeant la pièce dans une pénombre silencieuse, hormis le léger grincement du fauteuil à bascule à son passage. Le châle posé sur le fauteuil scintillait faiblement dans la pénombre, une dernière maille tenant encore là où tant d'autres avaient cédé.